Bonjour et bienvenue dans cette émission La French Touch et vous. Ce rendez-vous va vous permettre de découvrir que BPI France répond aussi présente, vous allez le voir, quand il s'agit d'accompagner les industries culturelles et créatives. Son soutien financier à la French Touch était déjà de taille, c'est vrai, l'année dernière, au premier coup dur de la crise, avec 1,5 milliard € débloqués via le plan Touch. Depuis, elle continue à aider les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel, de la mode et de la création, des jeux vidéo et de l'édition, des arts visuels et de l'art de vivre, de la musique et des spectacles vivants. Pourquoi qu'ont-ils en commun? Vous allez tout savoir. French Touch. Je ne vous apprends rien, nous sommes au pays de Coco Chanel, de Godard, mais aussi d'Ubisoft, d'Hugo et de Goldman. Alors oui, cette créativité qui nous caractérise a besoin de continuer à se développer si nous voulons faire vivre l'esprit français. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, être un filet de sécurité pour les talents, pour ceux qui innovent, qui créent, qu'ils puissent continuer tout simplement à le faire. Bonjour Nicolas Parpex. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du pôle industrie culturelle et créative de BPI France. Ce plan French Touch, c'est vous qui le pilotez. Comment est-ce que vous avez d'abord peut-être défini tout simplement les secteurs qui le constituent, ceux que vous alliez soutenir? Quel est leur point commun finalement? Alors c'est vrai que vous les avez listés, ce sont des secteurs qui ont leur spécificité, c'est des secteurs qui peuvent apparaître assez diverses comme ça, mais il y a un vrai dénominateur commun qui les réunit tous, c'est la création, c'est le talent créatif et c'est l'audace. Alors c'était vrai avant la crise, ça l'est peut-être un peu plus encore après les crises que nous venons de traverser. Il fallait un soutien encore plus musclé? Absolument. Alors, le plan Touch, c'est un plan offensif, mais c'est vrai que dans le contexte de la crise, où les industries culturelles et créatives ont souffert, notamment le domaine du retail, le domaine du spectacle vivant, de l'événementiel, il fallait vraiment avancer sur deux jambes, la jambe de la protection et de la sauvegarde, avec tous les dispositifs d'aide systémique déployés par l'État, aussi des dispositifs sectoriels pour le cinéma, pour le spectacle, etc. Et en parallèle de ces enjeux de sauvegarde et de protection, il y a des enjeux très puissants que l'on porte et que le plan Touch porte, qui sont des enjeux de transformation, des enjeux de conquête, des enjeux d'accélération, et c'est là où on a un rôle à jouer. Alors, vous parliez effectivement de ces deux jambes. Comment BPI France les aide financièrement? On va peut-être commencer tout simplement par ça, parce que c'est important, le soutien financier. Il y a, je crois, un dispositif taillé sur mesure, en plus des garanties et des prêts que la BPI consent. Il y a une sorte de cousu humain, finalement, avec notamment le prêt Touch. Alors, le coût humain, c'est la moindre des choses quand même pour les industries de la création. Et en effet, l'idée du plan Touch, en fait, c'est de mettre au service tous les outils financiers, tout ce qu'on appelle le continuum de financement de la banque, au service des industries culturelles et créatives. C'est-à-dire tous les dispositifs de financement de l'innovation, de garantie bancaire, de prêts bancaires, d'accompagnement des entreprises, parce que c'est un angle très important. On sait que pour créer de la valeur, il faut des moyens financiers, mais il faut aussi une stratégie, une structuration des moyens humains. Tout ce qui est investissement en fonds propres, développement international, toutes ces briques et tous ces métiers de la finance sont mis en synergie au service des industries culturelles et créatives. Le prêt Touch fait partie de la gamme d'outils dédiés à toutes ces entreprises. C'est un prêt qui est en effet totalement sectorisé et dédié aux industries de la French Touch, mais tous les prêts de la banque sont au service de ces entreprises. Alors vous parliez justement de l'international. Le plan Touch, c'est justement aussi cette projection finalement en dehors de nos frontières. Le petit coq orange que vous portez sur votre chemise, ça signifie finalement que cette team-là, elle est plus forte ensemble pour aller justement se développer à l'international? Exactement. Alors déjà, une des raisons du plan Touch, c'est parce que les industries culturelles et créatives françaises ont un enjeu de rayonnement international et ce qu'on appelle de soft power très puissant. Donc il faut qu'on y réponde à cet enjeu avec des moyens de financement pour se développer à l'international, avec des moyens aussi de conquête à travers des missions de projection. Et pour tout ça, en effet, il fallait une signature commune, un récit commun avec un emblème commun, et c'est ce coq. Alors vous les aidez à cibler, à identifier de nouveaux terrains à conquérir. Comment ça se passe finalement quand on est dans cette team? Absolument. Donc déjà,
on travaille sur le fait de définir des territoires de conquête. Alors, d'un secteur à l'autre, les enjeux peuvent être différents. C'est pas exactement les mêmes territoires prioritaires quand on est une marque de mode ou quand on est un producteur de cinéma, mais néanmoins, évidemment, les grandes zones de conquête, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe dans toutes ses composantes, sont quand même relativement partagées. Et ensuite, il y a aussi d'autres enjeux, peut-être un peu différents, mais qui doivent être aussi adressés, comme l'Afrique ou le Moyen-Orient. Donc ça explique que les différentes missions French Touch que l'on déploie couvrent l'ensemble de ces territoires. Donc c'est à la fois une mission qui accompagne des marques de mode et de beauté, par exemple, dans un partenariat avec Saks aux États-Unis, où on va s'intéresser au retail à Shanghai, où on va avoir une présence French Touch très forte à Dubaï pour l'exposition universelle. Vous les aidez aussi à appréhender ces marchés qu'elles ne connaissent pas forcément c'est ça aussi finalement, ce plan, ce soutien à ces industries culturelles et créatives. Absolument. C'est un soutien financier pour se développer à l'international. C'est un soutien, on va dire, intellectuel et d'accompagnement pour définir ces territoires de conquête, aller s'inspirer, mais aussi très concrètement, aller rencontrer des partenaires business sur place, bien connaître les marchés, bien connaître les attentes de ces marchés, bien connaître des prospects et des clients. Oui, et vous faisiez référence à Shanghai, aux États-Unis. Je crois qu'il y a justement des missions qui sont prévues. Absolument, tout à fait. Donc on l'a dit, les États-Unis, l'Asie avec Shanghai, le Moyen-Orient. On a d'autres ambitions de missions, notamment en Afrique, etc., pour les prochaines années. Alors dites-moi, dans ces ICC, puisque c'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon, quelle est la place des femmes? Je vous pose la question parce que on parle beaucoup de parité en ce moment, de féminisation, et on recevra de femmes d'ailleurs tout à l'heure. Et je crois que c'est aussi un axe que vous voulez développer. Absolument. Le plan Touch, c'est un plan stratégique qui s'appuie sur un certain nombre de leviers de transformation. On en a déjà abordé quelques-uns depuis le début de l'entretien, l'international, on pourrait aussi parler d'innovation, d'impact. Et pour nous, la féminisation, c'est un levier et un enjeu stratégique qui est au même niveau que ça, au même niveau que l'innovation, au même niveau que le développement international. Et on a encore une fois une situation qui peut être assez différenciée d'un secteur à l'autre. Le jeu vidéo et la mode n'ont pas exactement les mêmes enjeux de mise en valeur des femmes, mais c'est un sujet global pour l'ensemble de la French Touch et on a vraiment à cœur que les entreprises fondées par des femmes, dirigées par des femmes, avec des talents créatifs portés par des femmes se développent et soient particulièrement soutenues. Alors c'est vrai qu'on voit aussi finalement dans tout ce qui a été imaginé qu'il y a le court terme qui découle, et on en a parlé de la crise, et puis le plus long terme pour poursuivre l'engagement, poursuivre le soutien. Pour les industries déjà installées, évidemment, ça passe par quoi? Par un accompagnement à tous les étages, on en a parlé, financier, logistique, stratégique? Absolument. Encore une fois, notre idée est de couvrir de manière globale et holistique le secteur de la French Touch. Donc, c'est vrai avec le continuum d'outils, vous l'avez cité, de l'accompagnement stratégique, de l'investissement en fonds propres, du prêt bancaire. Et c'est vrai aussi pour l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire que le plan Touch et BPI France se mettent au service de toutes les entreprises créatives, les startups, c'est-à-dire vraiment les entreprises émergentes qui apportent une proposition de valeur nouvelle, les PME, les challengers, jusqu'aux entreprises plus importantes, des leaders qui peuvent être des leaders de la French Touch au niveau national, mais encore une fois, qui ont des besoins de développement à l'échelle internationale. L'introduction en bourse de l'entreprise Believe, par exemple, dans la musique, en est l'illustration. Oui, vous avez, je crois, déjà une trentaine d'entreprises dans lesquelles la BPI a investi. Et puis à côté, il y a ces fameux talents qui émergent, ces pépites françaises. Absolument. Et encore une fois, tout est très lié puisque les entreprises qui deviennent des entreprises véhiculaires, des entreprises leaders de la French Touch, elles ont toujours toutes, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le cinéma, dans l'audiovisuel, dans la mode, tout était créé à partir d'un noyau brillant de départ qui est le talent créatif. Et ce talent créatif, il est incarné, c'est les hommes et les femmes. La French Touch, finalement, c'est quoi, Nicolas Parpex? Ce petit supplément d'âme, ce petit coup d'avance qu'on a, on sent les choses chez nous en France. C'est aussi ça, cette transformation que vous essayez de montrer avec cette French Touch et ce coq orange. Absolument, c'est ça, c'est toute cette richesse créative du pays, tout cet héritage qui est à la fois très riche. On a un pied dans le patrimoine, dans la culture, et puis on a un pied dans la rébellion et dans l'audace, et c'est cette espèce de mélange fécond qui fait la French Touch.
Merci Nicolas Parpex, directeur du pôle industrie culturelle et créative de BPI France. French Touch. La French Touch, c'est un esprit d'équipe, une communauté qui se serre les coudes avec BPI France comme trait d'union. Mais cet écosystème, vous allez le voir, c'est aussi des success stories. French Touch. Success story comme la vôtre. Bonjour Aurélien Clerc. Bonjour Raphaël. Vous êtes à la tête de VOD Factory. Votre cœur de métier, comme on l'entend, tout simplement dans votre nom, c'est la VOD. Depuis 2013, quand vous rachetez avec Julien, votre associé à SFR, c'était un business rentable. C'est ensuite, je crois, que vous avez opéré un pivot pour devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Absolument. On a créé VOD Factory en 2013. On opérait la VOD d'SFR à cette époque-là, jusqu'en 2018. Et effectivement, Noël 2018, on a totalement pivoté notre activité. Et on est des spécialistes de la VOD aujourd'hui, principalement autour de la VOD thématique, premium, de niche. Mais on a deux activités principales. La première, c'est qu'on édite des offres de VOD thématiques. On en a 3 aujourd'hui. On édite ou co-édite avec des partenaires spécialistes de ces communautés-là. Et l'autre activité, c'est qu'on a une plateforme qu'on met à disposition de gens qui veulent faire leur propre Netflix. Oui, parce que ce qui s'est passé en 2018, je crois que vous avez perdu 80% de votre chiffre d'affaires. C'est ça qui, à ce moment-là, vous décide à vous réorienter ? Absolument. On a perdu 90% de notre chiffre d'affaires. On a arrêté d'opérer la VOD pour DSFR, qui était le gros de notre revenu. Et effectivement, c'est ça qui a fait qu'on était convaincus qu'il y avait une place à côté des plateformes généralistes pour des offres thématiques. Et on a tout investi dans cette plateforme-là. À cette époque-là, et donc on avait effectivement une vraie prise de risque à ce moment-là. Ouais. Donc VOD qui devient SVOD, bonne pioche, finalement ça marche fort. Oui, absolument, ça marche fort. Et puis le contexte fait malheureusement que ça marche très bien, puisqu'on a vraiment été, notre business s'est vraiment accéléré ces derniers mois à cause de cette pandémie-là, où il y a plein d'acteurs qui ont voulu digitaliser leurs offres et s'auto-distribuer, et donc notre outil accompagne ce mouvement-là. Donc on est en pleine croissance et en accélération. Ouais. Ouais, ça veut dire que les 2 années de crise, finalement, vous ont porté et vous ont permis d'asseoir encore plus ce modèle ? Oui, absolument. Les usages aujourd'hui se font principalement à la demande versus les chaînes linéaires, d'une part. Et d'autre part, il y a plein d'acteurs qui aujourd'hui, soit avaient des événements physiques, soit avaient des contenus et ont été en mesure, puisqu'on a vraiment fait baisser les barrières à l'entrée, d'auto-distribuer ces contenus-là, de créer leur propre chaîne. Ça, c'est assez nouveau, effectivement, et ça s'est vraiment accéléré ces derniers mois. Alors, vous restez avec nous, Aurélien. Je voudrais qu'on accueille Pierre de Chanville. Bonjour Pierre. Bonjour Raphaël. Vous dirigez Tekin, TEKYN, je le précise. Vous faites partie, vous aussi, de ces belles histoires finalement qu'on aime raconter en France. D'abord parce qu'elles ont du sens, ensuite parce qu'elles montrent qu'impossible n'est pas français. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que vous avez décidé de relever un défi depuis 2017. Vous vous êtes attaqué à l'une des industries les plus polluantes, c'est-à-dire l'industrie textile. C'est très juste et merci de ces présentations. Effectivement, c'est une équipe de plus de 50 personnes aujourd'hui qui travaillent au développement de l'ensemble des technologies qui sont nécessaires, je dirais même vitales, aux marques pour pouvoir passer massivement leur production en production à la demande. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que le mode dans lequel on a vécu au cours des dernières décennies de production, on va dire en Asie du Sud-Est pour ne pas le nommer, massive, très en amont de la période de vente, a touché ses limites. Aujourd'hui, on estime que c'est plus de 30% des vêtements qui sont produits qui ne sont soit jamais portés, soit portés qu'une seule fois parce que vendus en solde et achetés à l'arraché. Et ce phénomène ne peut plus durer en fait. Il n'y a pas une seule autre industrie qui se permette de jeter à la poubelle relativement neuf un tiers de ce qu'elle produit. Alors on entend beaucoup de personnes dire on veut faire un effort sur ce secteur-là. Vous avez une idée très particulière avec Tekin. Comment elle vous est venue d'abord cette idée ?
Alors, on n'a pas du tout de gloire à avoir trouvé l'idée, en fait. On a repris des bons vieux principes de toutes les autres industries, justement, qui ont eu la chance de ne pas voir une délocalisation massive dans les années 90 et qui ont lutté pour maintenir leur rentabilité, leur efficacité au global. D'ailleurs, il n'y a pas que la question de rentabilité dans l'efficacité de la filière du vêtement. Ces principes sont ceux qui font que l'on produit uniquement ce dont on a besoin. Donc nous, ce qu'on va toujours chercher à faire, c'est permettre à une marque toutes les semaines de ne réapprovisionner que les vêtements qu'elle vend réellement. Et ce qu'on a pu démontrer d'ailleurs en le faisant, c'est très amusant, c'est que même avec la meilleure boule de cristal du monde, en fait, on ne peut pas le prédire. Une influenceuse qui poste quelque chose de charmant un jour, le lendemain, vous avez tout un stock qui s'en va. Vous n'avez plus de quoi vendre dans cette dimension-là, dans ce vêtement-là, dans cette taille-là. À l'inverse, tout le reste vous reste sur les bras. Comment pouvez-vous prévoir ça aujourd'hui pour les meilleures 6 semaines à l'avance, quand on a 6 semaines de temps de production, et pour la majorité 4 à 6 mois à l'avance, c'est totalement impossible. Donc, vous essayez de réduire finalement les stocks des différentes marques avec lesquelles vous travaillez. Marque Cobaye au départ, je crois, en 2017-2018. Et puis aujourd'hui, 2 grandes marques viennent travailler avec vous et vous demandent de produire pour elles. Oui, et même plus de 2. Alors, le terme de cobaye est peut-être un peu dur pour certains de nos partenaires qu'on a depuis le début, effectivement, mais au contraire, enfin, je dirais presque au contraire, ce sont des marques qui ont été extrêmement ambitieuses et qui se sont dit à cette époque-là où on ne savait pas qu'il y avait des outils pour produire à la demande. Je pense que c'est l'avenir, je suis convaincu que c'est l'avenir, et il faut le construire ensemble, même si on a du retard, on va y arriver. Ce qui est exactement la démarche de Tekin elle-même. Aujourd'hui, on est à un niveau de maturité nettement plus avancé et effectivement, ça nous permet tout simplement d'accompagner des acteurs de beaucoup plus grande taille, effectivement, des Promodes, des Redoutes, des IKKS. Vous discutez aussi avec Petit Bateau, je crois. Tout à fait. Et donc, de les accompagner dans une démarche qui est extrêmement profonde, à la fois dans les organisations de l'entreprise, des marques elles-mêmes, mais également dans l'ensemble de la filière. Ce sont les fournisseurs de matières, ce sont les ateliers, ce sont toutes les parties prenantes de notre plateforme digitale, finalement, qui suivent ce mouvement. Et aujourd'hui, on voit très bien l'impact bénéfique et très bénéfique de la technologie pour initier, accompagner et ensuite consolider ce genre de mutation industrielle. Finalement, Pierre, quand on vous écoute et qu'on regarde le business d'Aurélien, on se rend compte qu'il y a des points communs. Vous êtes tous les deux, en étant dans des secteurs extrêmement différents, sur du à la demande. Oui, c'est exact. Je pense qu'Aurélien pourra en témoigner pour sa partie, mais de ce que j'ai entendu de son activité, les problématiques que l'on résout, nous, de disponibilité, de qualité impérative en temps réel et en permanence, doivent se retrouver de tous les côtés. Pour nous, c'est la logistique. Pour vous, c'est sans doute les réseaux. Absolument, la qualité de service, c'est le cœur de notre business. Et puis la demande, effectivement, là aussi, c'est le cœur de notre business. Aujourd'hui, la consommation audiovisuelle se fait principalement à la demande, versus le linéaire et les chaînes thématiques. Et à la demande, ça veut dire un réseau de qualité et des interfaces de qualité et des parcours clients de qualité. Alors, il y a un autre point commun qui vous réunit et qui fait que vous êtes là aujourd'hui tous les deux, c'est que vous appartenez à la French Touch, ce fameux petit coq orange. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans cette équipe, Pierre ? Alors il y a plusieurs étapes en fait dans les apports, parce que ça a commencé par des rencontres tout à fait amicales dans lesquelles on a vu l'écosystème qui se créait de la French Touch et dans lequel on a pensé qu'il était important d'y être, d'une part pour l'effet d'entraînement que ça fait. On est très convaincu par la philosophie globale de la French Touch et ses piliers et ses actions. Et puis petit à petit ça s'est transformé en soutien de plus en plus concret, y compris de l'investissement, mais pas que, des expertises industrielles, des occasions d'échanger avec d'autres acteurs qui poussent, on va dire, l'ensemble de ce qui fait, le creuset de la culture française, on va le dire. Ouais. Et c'est extrêmement satisfaisant, c'est une motivation aussi pour une part de nos équipes. Donc c'est un aspect tout à fait important et fondamental pour nous.
Vous diriez la même chose, Aurélien? Je dirais exactement la même chose. Nous, on fait partie de l'accélérateur cinéma audiovisuel. Et effectivement, il nous a apporté d'une part effectivement, ce réseau, fédérer l'écosystème, créer des passerelles dans cet écosystème. C'était super important pour nous. Enfin, en tout cas, on l'a vécu comme ça, surtout au moment où on était chacun un peu dans nos couloirs. Et puis, une formation. On commence, nous, cette formation-là, dans cet accélérateur, des formations avec des professionnels sur des sujets qui nous intéressent et qui intéressent aussi tout l'écosystème. Et puis aussi, un accompagnement de consultants BPI qui nous ont accompagnés, nous, nos managers, et qui ont interviewé nos clients pour identifier un certain nombre d'ateliers, de freins qu'on avait collectivement identifiés et sur lesquels on travaille. Donc c'est à tout point de vue hyper intéressant pour nous. Oui, cette espèce de regard finalement extérieur qui vous permet de vous améliorer et regard critique. Regard critique, regard professionnel, avec des expertises qu'on n'a pas forcément en interne et qui nous permet de nous poser là aussi et d'identifier des relais de croissance ou des freins et travailler là-dessus avec nos équipes. Et ça, on commence à le faire et c'est une fois de plus hyper intéressant. Pierre, BPI France a été là depuis le début, je crois. Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'au 3e mois de notre existence, on a été frappé à la porte de BPI en se disant on fait quelque chose qui, de notre point de vue, est dans le sens à la fois des intérêts de la communauté française et de la communauté européenne. La BPI s'est beaucoup affichée là-dessus. On va voir si c'est vrai dans les faits. Et on n'a pas été détrompés du tout. On a été, je pense, en contact régulier avec la BPI quasiment tous les 3 mois depuis 4 ans. Contact, je l'entends, concret, c'est-à-dire soit dans des expertises dont on parlait tout à l'heure, soit des financements, soit tout simplement des leads, des idées et de l'interaction, du partage de vision aussi, ce qui est très important parce que malgré tout, dans ces projets, que ce soit celui d'Aurélien ou le nôtre, qui ont une vision et une ambition, bien partager les visions stratégiques justement d'un établissement comme la BPI est aussi important. On sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui travaillent régulièrement et qui ont des avis tout à fait pertinents. C'est vrai que c'est important aussi pour ça de faire partie de cette équipe, de sentir qu'on avance en meute. Oui, absolument. C'est essentiel de sentir tout cet écosystème-là qui avance en même temps, en plus dans un moment hyper charnière, un moment de mutation très fort. Nous, on a vraiment le sentiment de faire partir de cette transformation-là. Et collectivement, effectivement, se poser les bonnes questions, comment on avance, à quelle vitesse, avec quels outils, c'est essentiel. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci, Raphaël. Pour parler de la French Touch. French touch. La French Touch, ce sont des hommes mais aussi des femmes qui font rayonner les savoir-faire, le talent, l'audace française et qui savent aussi s'adapter au monde qui change. French touch. Parmi eux, Rive Droite Paris. Bonjour Yasmine Oquier. Bonjour Raphaël. Votre projet date de 2016. Votre engagement, j'ai envie de dire, parce qu'on parle vraiment d'engagement, c'est celui d'un trio de femmes qui a grandi Rive Droite, qui a puisé ses inspirations Rive Droite et qui a choisi de s'engager finalement dans le circuit de l'upcycling sur une autre rive de la Méditerranée, au Maroc, à Casablanca. Tout à fait. Votre histoire, elle est touchante parce que il y a votre sœur, il y a votre meilleure amie avec vous, et vous dites finalement dans notre projet, il y a une vraie sororité. Complètement. Complètement. C'est vrai que c'est un projet. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un projet de femme, mais en tout cas, effectivement, c'est un projet résolument féminin, puisqu'on est 3 femmes. Alors, il y a beaucoup, on travaille avec des hommes, attention, on n'est pas sectaire non plus, mais on est 3 femmes, on est dans des réseaux de femmes entrepreneurs. Et c'est vrai que ce qui est très important pour nous, c'est de faire mentir un peu cette phrase qui est exaspérante, qui serait les femmes sont mauvaises entre elles et sont en compétition entre elles. C'est pas vrai. Naturellement, on est convaincus que les femmes sont solidaires. C'est juste la société qui nous a mises les unes contre les autres, mais on ne l'est pas en fait. Alors, on va revenir à votre projet avant effectivement de parler de cette place des femmes dans le business. Vous recyclez, vous upcyclez pour produire vos sacs, vos bagages et surtout, c'est une dimension essentielle dans votre entreprise pour permettre à des artisans en situation de précarité de monter leur propre atelier.
vous les financez même, je crois. Exactement. En fait, l'idée, c'est que pour nous, alors après, toutes les initiatives sont bonnes, parce que le milieu de la mode est quand même catastrophique en termes d'impact négatif. La bonne nouvelle, c'est que quand l'impact est gros, il peut être aussi très positif. Donc nous, on travaille avec des matières, effectivement, c'est 100% éco-conçu. C'est de l'économie circulaire, donc c'est-à-dire qu'on travaille avec des matières recyclées et upcyclées, mais également, le deuxième pilier, je dirais, du projet, c'est qu'effectivement, c'est social. Alors, c'est social et c'est ce qu'on appelle en anglais de l'empowerment par le travail. C'est-à-dire que nos couturiers, qu'on appelle des dudes, c'est un jeu de mots pour durable, désirable, bon, on s'amuse. Voilà. Donc, en fait, c'est des gens qui étaient déjà formés, c'est des gens qui savent travailler et qui étaient en situation précaire. Ils travaillaient un jour par-ci, un jour par-là. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à monter leur propre atelier pour qu'ils soient leurs propres patrons. Et pour ce faire, parce que c'est des gens qui sont souvent illettrés et qui sont dans l'informel, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de compte en banque, ils étaient complètement informels, on leur fait du microcrédit, on les finance, on les aide et on fait toute la paperasse pour eux, entre guillemets, pour qu'ils puissent ne faire que travailler et se projeter. Alors, vous disiez tout à l'heure projet de femmes ou projet féminin. Ça veut dire quoi? L'approche est différente? Alors d'abord, c'est pas voulu, je tiens à le dire, c'était pas du tout voulu. C'est vrai que la sororité est très importante pour nous, mais ça s'est fait de façon cette marque s'est faite de façon itérative. C'est-à-dire, j'étais dans une autre vie, pour d'autres raisons professionnelles au Maroc, et je voulais créer un projet qui allie business, ce qu'on m'avait appris à faire, et éthique, qui était ma conviction profonde. J'en ai parlé très naturellement aux deux personnes les plus proches de moi, et les deux m'ont dit... On se lance ensemble. Donc, c'était pas du tout voulu. Maintenant, c'est la réalité aujourd'hui et ça nous rend très heureuses, en fait. Alors, on va changer de tribu, si vous le voulez bien, et on va aller vers une tribu... Allez, je vais faire un peu de provoque, plutôt masculine quand même, il faut bien le dire, c'est celle de Brut, mais c'est une femme qui est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Elsa Darquier-Fournier. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous, vous êtes DRH de Brut, donc, et vous êtes au comité de direction. Je crois que vous avez occupé un poste identique chez Big Mama, vous avez même avant cela monté vous-même une start-up, la Sud-Ouesterie. Vous savez donc ce que faire du business signifie. Chez Brut, vous y êtes entré il y a 1 an. Brut a 4 ans, un développement qu'on peut qualifier de triple XL. Quand on voit qu'il est entré au Next 40, comment est-ce que vous vivez cette arrivée dans ce mastodonte français aujourd'hui? Vous, femme. Donc je suis la deuxième femme à rentrer au CODIR de Brut, à croire que j'aime bien les histoires masculines puisque les 2 fondateurs de Big Mama étaient aussi 2 hommes. Là, c'est un trio, donc Guillaume, Renaud et Laurent. C'est un secteur fascinant, donc les médias qui sont souvent détenus par des hommes, il faut le dire, hormis Delphine Ernotte aujourd'hui qui dirige un des grands groupes médias, mais donc c'est assez nouveau, c'est un monde assez fascinant. Un monde de domination qu'on nous a appris aussi par ailleurs dans d'autres entreprises, en tout cas que j'ai pu rencontrer dans d'autres entreprises. Donc voilà, je le vis plutôt bien. Je pense qu'on a beaucoup apporté. Et on en parlera peut-être plus tard, plus longuement, mais je pense qu'on a aussi une certaine touch, puisque c'est le mot fameux de French touch. Et voilà, le féminisme aussi. Dans ce secteur, je pense qu'on a vraiment quelque chose à apporter en tant que femme. Alors, avant de parler effectivement de ce que les femmes peuvent apporter, je voudrais vous poser une question sur l'apport de BPI France. Comment est-ce qu'elle vient justement en soutien aujourd'hui dans les projets que vous menez avec la French Touch? C'est un formidable soutien. Vous parliez de French Tech aussi. Je pense que BPI est pour beaucoup. On est le premier média à intégrer ce classement. Next 40 aussi. Donc c'était vraiment pour nous une immense reconnaissance et pas juste médiatique, d'un point de vue médiatique, mais aussi technologique, de montrer que Brut réinvente aussi ce secteur-là. Je pense que ça nous aide aussi à accéder à des investisseurs et même des clients, puisque nous on parle de communauté aujourd'hui. On ne parle pas de clients, mais des communautés assez différentes qui ne sont pas juste les 15-35 ans, qui sont notre cœur de cible sur les réseaux sociaux, mais aussi d'autres. Et je pense que ça nous apporte aussi une certaine légitimité en tant que média. Pendant longtemps, il a fallu se battre pour montrer qu'on avait autant de place qu'un média traditionnel sur les réseaux classiques, télé, radio. Donc la BPI nous aide énormément à transformer cet essai-là. Même question pour vous, Yasmine. Est-ce que c'est important aujourd'hui d'appartenir à cet écosystème ?
C'est fondamental. Qu'est-ce que ça vous apporte? Nous, on est 3. Donc, avec Aurélie et Sophia, on pourrait dire qu'on n'est pas seuls. Maintenant, la force de notre trio, c'est qu'on a chacune une expertise métier et que du coup, on a chacune notre partie du métier. Donc, finalement, à 3, on peut se retrouver seuls. Première chose. Deuxième chose, on faisait partie d'autres programmes puisqu'on fait de l'innovation sociale. Donc, on était accompagné notamment par la Banque mondiale. Donc, on aurait pu rentrer dans d'autres réseaux internationaux. On y a pensé, mais depuis le début, pour nous, c'est BPI France parce qu'on voulait rentrer dans la Team France. Je ne sais pas le dire autrement. Mais c'était très important parce que Rive Droite s'appelle Rive Droite. Chaque sac porte le nom d'une rue de la Rive Droite. Il y a ce côté, alors ça c'est très mode, mais effortless chic des Français. Et puis la French Touch, je sais pas, moi je suis génération Daft Punk, donc c'est quand même super important pour nous. Voilà, l'idée c'est de faire partie d'une équipe parce qu'on a tous les mêmes problématiques. Je pense même côté médias, on devrait de grandir, de recruter et on se sent moins seul, quoi. On se sent moins seul, on appartient à une autre tribu, finalement. Décidément, on y revient toujours. Alors, moi, je voudrais savoir, finalement, les femmes aujourd'hui, dans cet écosystème français des entreprises, vous trouvez qu'elles arrivent suffisamment à faire leur place? Elles sont suffisamment visibles aujourd'hui? Non. Yes. Clairement, non. En fait, ça dépend. Les femmes peuvent être visibles dans mon secteur, la mode. Il y a des femmes, évidemment, elles sont très peu souvent au CODIR et elles entreprennent très peu. Et quand elles entreprennent, je dirais, petit. C'est rare de voir une femme. Nous, quand on arrive au bureau le matin, on a 15 newsletters avec les levées de fonds de la journée en millions, en dizaines de millions. Il n'y a jamais de femmes qui portent le grand chèque. Je pense que les femmes lèvent peu de fonds, donc elles ont des trajectoires qui sont plus lentes, qui sont plus compliquées. Et elles sont moins accompagnées parce que lever des fonds, c'est aussi rentrer avec des professionnels qui vous aident à grandir. Donc c'est vraiment dommage et elles sont clairement pas assez visibles. Elsa? Je partage le même constat. En ayant été aussi entrepreneuse et maintenant faisant partie d'un comité de direction, je pense qu'il y a aussi ce syndrome parfois de l'imposteur, en tout cas qui est encore très présent, l'ambition effectivement et le temps. Le temps est plus long, je pense, sur des associations de femmes, c'est-à-dire prendre le temps aussi de se lancer quand on a un produit un peu plus abouti, alors que je l'ai vu en accompagnant des entrepreneurs, les levées effectivement en millions commencent très très vite sans même avoir le produit fini et c'est cette audace peut-être que parfois il nous manque ou en tout cas qui rassure, que les investisseurs ont du mal à voir en nous. On va y aller quand le produit est clé, quand tout est rodé, toute la chaîne de production, la chaîne d'approvisionnement, etc. Alors que sur une idée, certains messieurs peuvent lever effectivement des sommes à 3 chiffres, à 6 chiffres, il y a 3 zéros toujours derrière. Peut-être encore un peu trop timide et pourtant on entend aujourd'hui parler de parité, on entend cette volonté dans la French Touch de féminiser les choses. Ça peut se concrétiser comment ? Déjà, il y a ces fameux... le hashtag est partout, la femme quota, donc fière de l'être si j'en suis une, mais en tout cas ouvrir la voie à d'autres. Je pense qu'aussi il faudrait éduquer et accompagner aussi nos investisseurs à savoir parler et accueillir des projets féminins et des interlocuteurs féminins, parce qu'aujourd'hui, quand vous pitchez devant des investisseurs ou des banquiers, il n'y a que des hommes. Donc en tout cas, moi je l'ai vu en étant membre de CODIR et en devant pitcher devant des boards, je suis souvent une des seules femmes. C'est jamais très facile. Je crois que ça rappelle des choses à Yasmine. Oui, on a eu la chance d'être remarquée par Sheryl Sandberg, donc la CEO de Facebook, qui, en plus d'avoir ce poste incroyable, a monté un réseau qui s'appelle Lean, suite à son ouvrage. Et elle a une injonction, c'est intéressant, mais elle a une injonction de dire aux femmes, prenez votre place à la table, allez-y. Et je dirais, et on en parlait Raphaël, je dirais que moi j'ai un garçon et une fille et j'ai dû plus mon petit garçon à laisser la place aux filles qu'à ma fille de se lancer, parce que si on se lance et que tout le monde nous ferme la porte, c'est encore pire que de ne pas se lancer. Donc c'est aux hommes aussi d'être prêts à nous accueillir à la table. Alors il y a aussi une question de RH, j'ai envie de dire, et là vous êtes bien placée pour en parler, Elsa. C'est la question du recrutement des femmes. C'est un enjeu, vous y êtes sensible. Il y a encore des tabous finalement ?
Il y a des tabous, il y a aussi des a priori, il y a encore l'apparence physique. Quand une candidate est reçue, malheureusement, dans un pays où des cultures latines, ça reste quand même le premier regard que porte un recruteur ou un manager masculin sur sa candidate. Les choses évoluent quand même en France, je trouve que les choses évoluent significativement depuis 5 ans en tout cas. Moi, je vois vraiment un changement. BPI est pour beaucoup aussi, la French Tech œuvre beaucoup. Donc on travaille avec des collectifs comme 50 Tech, pour recruter et faire, j'aime pas ce mot, mais faire pas la discrimination positive, mais en tout cas leur donner l'opportunité de postuler. Parce que là aussi, il y a certains freins à porter sa candidature sur des entreprises en devenir pour des postes à responsabilité. Donc c'est à nous d'aller les chercher. Et je sens qu'en tout cas sur ces sujets-là, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Et pourtant, Yasmine, vous dites, on est une génération, il faut encore faire plus que les hommes, montrer 2 fois plus de capacité pour espérer obtenir ce que eux vont obtenir sans avoir les mêmes efforts à fournir. C'est ça, moi quand mon entourage me dit « mais quand est-ce que tu vas arrêter d'être féministe, c'est fatigant », je leur réponds, comme dit François Giroud, j'arrêterai le jour où le CAC 40 sera dirigé par des femmes médiocres. Alors, aujourd'hui, quand vous voyez que seulement 2% des financements vont aux projets portés justement par des femmes, vous vous dites quoi? Que l'effort doit porter à quelle hauteur? Qui est-ce qu'il faut convaincre? Nous-mêmes, ça j'ai bien compris, mais peut-être aussi nos enfants. C'est important? Nos enfants, les écoles aussi. Vous parliez de l'enjeu du recrutement. Dans la tech, il n'y a même pas 20% de jeunes femmes dans les écoles de tech. Donc déjà, le problème, il vient de là. Nos écoles, nos établissements post-académiques doivent aussi jouer le jeu avec nous et élargir leur recrutement. Les oraux, on sait très bien que c'est toujours un moment difficile à l'entrée, que ce soit d'une école de commerce, une école d'ingénieur, quel que soit, même en littérature. Donc il faut aussi avoir un regard différent sur les candidatures féminines. Donc je pense que c'est tout un écosystème qu'il faut éduquer depuis le plus jeune âge, on en parlait avec Yasmine, mais avec aussi tout au long du parcours de progression d'un jeune talent. Yasmine? Je suis assez d'accord et c'est vrai que je me souviens de ces années, dans les années 80, quand il y avait les CV neutres pour des questions, pour le coup, d'adresse, qui n'étaient pas à la bonne adresse ou d'ethnie. Donc c'était dur, mais ça a beaucoup fait avancer les choses. Et moi, j'ai la chance d'être entourée de jeunes dans l'équipe. Je le suis beaucoup moins qu'eux. Et je trouve que cette tendance du genderless, de tous ces jeunes qui refusent qu'on s'adresse à eux en tant qu'hommes ou femmes, alors il y a un côté peut-être excessif, mais je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire que moi, quand je recrute, il n'y a pas un instant le fait que ce soit un homme ou une femme entre en jeu. Et d'ailleurs, on travaille dans un pays, on produit dans un pays quand même plus que latin, musulman, et on a des gens qui sont très populaires, qui sont illettrés et qui travaillent pour des femmes. Donc c'est possible, je veux dire. Il suffit juste d'ouvrir la porte et de ne pas avoir à qui... Enfin, on parle d'un être humain en fait, pas un homme ou une femme. C'est possible, vous avez raison de le signaler. Merci Elsa, merci Yasmine d'avoir été avec nous aujourd'hui. French touch. La French Touch, c'est aussi un formidable élan de solidarité pour aider à la relance du secteur de l'industrie musicale et du spectacle vivant. French touch. Il fallait y penser, vous proposer des concerts comme si vous y étiez en live depuis votre canapé. C'est le French Touch Tour. Nous allons en parler avec vous. Angelo Gopé, bonjour. Bonjour. Chef d'orchestre, j'ai envie de dire, de ce rendez-vous, puisque vous dirigez Live Nation. Avec nous également, l'incontournable Patrice Béguet, directeur exécutif de BPI France. Bonjour Patrice, et première question pour vous. Racontez-moi, elle est née comment cette idée? Cette idée est née en fait tout simplement sous ma douche. J'écoutais la musique des Enfoirés maintenant et ça tombait plutôt bien car ça voulait dire que cette idée, il fallait la lancer maintenant. Et en fait, cette idée, elle était très simple. On en avait parlé avec Nicolas Dufourcq, avec Barbara, avec toi Angelo. C'est de permettre au spectacle vivant de toujours rester vivant et donc durant cette période de pandémie, de permettre en fait à des dizaines, des centaines de personnes de tout simplement retravailler
et de nous donner cette joie de vivre, cette joie de s'exprimer, cette joie de la liberté. Voilà, c'est simple. C'est vrai que c'est simple. Angelo, vous vous souvenez de cette conversation? Complètement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé sur une seconde vague de confinement et c'était plus possible de se dire qu'on allait attendre peut-être une sortie de crise en décembre, en janvier, en février, en mars. Il fallait être beaucoup plus positif, il fallait être beaucoup plus visionnaire et on a travaillé cette idée avec Nicolas et avec Patrice et effectivement c'était une idée qui était incroyable mais on ne pouvait plus laisser les artistes, les techniciens, les salles fermées, les prestataires autour des tournées, des concerts sans travail. Et donc, on a eu cette initiative qui a été suivie par la BPI, qui ont été exemplaires dans l'encadrement, dans la générosité. Et je tiens à signaler, et c'est des partenaires qui sont assez incroyables. Oui, c'est vrai, partenaire incroyable sans qui cette opération ne pourrait pas exister. Vous restez avec nous, Angelo. Patrice, ça a redémarré donc depuis le 25 mars. Vous avez remis en place ce French Touch Tour. Les concerts ont commencé 4,99 €, hein, c'est le prix, justement pour tout le monde. Ça se passe le jeudi soir. Finalement, j'ai envie de dire que c'était important aussi que ce soit accessible à tous. Important que ce soit accessible à tous? Non, c'est pas important, c'est fondamental. La musique, elle est généreuse. Elle appartient à tout le monde, à vous toutes et à vous tous. À nous tous. Et vous avez permis, Angelo, justement, qu'on se réapproprie cette musique. C'était obligatoire, c'est de mettre la musique chez les gens, la musique le jeudi soir, de créer un rendez-vous qui soit surtout de tout type de musique, du rock, de l'électro, du classique, aller dans des salles et dans des lieux qui étaient improbables et avoir un prix de place qui était vraiment attractif en sachant que quasiment la majorité des recettes repartent aux artistes parce que ce n'est pas du tout une initiative lucrative, c'est vraiment pour accompagner un secteur qui a été très mal en point pendant plusieurs mois. Alors, pour monter une telle opération, je rappelle, 15 concerts dans 15 villes, il fallait aussi, et vous l'avez dit, des partenaires qui vous disent « Banco, on vous suit, on diffuse et on donne tous les bénéfices aux artistes ». Ça s'est fait comment, Patrice? On assume d'être des forains, des nomades, qui donnent du bonheur aux gens, comme le dit Nicolas Dufour. C'est plus d'une trentaine de prestataires, 1500 personnes au total, et bien sûr des partenaires de confiance, tels que toi, Angelo, Live Nation, Canal+, le groupe Énergie, la PQR, le Pass Culture, TSF Jazz, mais également toutes les salles qui nous ont reçus, la Cigale, le Luc des Lombards, la Salle Gaveau, l'Olympia d'Arcachon, le Théâtre de Cambrai, la Tabale à Biarritz, Webedia, la Scène Musicale, la Philharmonie de Paris, l'Apollo Théâtre, l'Élysée-Montmartre. En fait, dans cette grande famille, je tenais à faire un clin d'œil tout particulier à toi, Nicolas Dufour, directeur général de BPI France, qui nous a donné cette chance. À toi, bien évidemment, Angelo, directeur général de Live Nation, que je salue derrière son écran. Et enfin, Barbara Papassian, directrice de cette très belle tournée, sans qui rien n'aurait pu être possible. Sans oublier les équipes de la French Touch, autour de Nicolas Parpex et Paul-François Fournier. Angelo, on parle d'esprit de famille, on parle de ses partenaires. Effectivement, sans eux, sans vous, ça n'est pas possible de monter un tel Barnum. Je pense que c'est un peu les prémices de ce qui va se passer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Je pense qu'on va sortir de cette crise collectivement. Il est important d'être accompagné, il est important d'avoir des partenaires, il est important d'avoir des équipes qui sont fiables. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la bienveillance de Nicolas Dufour et de Patrice Béguet qui nous ont accompagnés dans ce projet, l'ensemble des partenaires médias, les équipes de la BPI, Barbara, et surtout aussi les gens de chez moi qui ont travaillé sur le projet, Céline, Florian, Jess, Inès, Léo, Wafi, tous ceux qui ont travaillé et qui ont mis du temps dedans. Je pense que c'était quelque chose qui était important parce que c'est beaucoup plus que la vision, c'est de la passion qu'on a mis dedans, de la passion des gens qui ont été frustrés pendant plusieurs mois, d'aller dans ces villes de province, d'aller dans ces régions, ces territoires qu'il est important de mettre en lumière. Et je pense que c'était pour moi le modèle de ce qu'on doit mettre en place dans les prochains événements et dans les prochaines années pour sortir de cette crise et pour rebondir plus fort que jamais. Alors justement, pour pouvoir rebondir autrement et peut-être aller vers d'autres modèles, Patrice, moi j'aimerais savoir comment on réussit aussi à convaincre les artistes, les groupes, les musiciens de se lancer et de sauter le pas. D'abord, en les appelant et en leur expliquant que le spectacle vivant doit rester vivant.
Quand on explique en fait le projet et pourquoi on le fait, on ne peut que convaincre et être convaincu. Surtout quand on s'adresse à des musiciens, à des chanteurs, à des groupes de musique, à des humoristes qui sont passionnés et qui ont été privés de leur passion, de leur liberté pendant toute cette période. En fait, cette tournée, c'est rendre la liberté au monde du spectacle. Angelo, alors c'est vrai, on rend de la liberté et pourtant c'est pas la même chose d'organiser des concerts avec plusieurs chansons, toute une équipe derrière. Quand on voit que certains artistes finalement jouent de temps en temps un titre en live à la télé ou sur les réseaux, j'imagine qu'il faut une grande force de persuasion pour leur dire bon là on va faire vraiment comme si on y était. Je pense que ça n'a pas été très compliqué parce que ça faisait des mois que certains n'avaient pas joué. Ce qui était important pour eux, c'est de remonter sur scène, de revoir des techniciens, de refaire des répétitions, de retravailler. Et je pense que c'est cet élan interprofessionnel qui a été important parce que, comme on dit, il y a eu plusieurs salles, il y a eu beaucoup de prestataires, il y a eu plus de 1500 personnes qui finalement vont travailler directement et indirectement sur le projet. Et je pense que de lancer de ce projet, d'accompagner ces prestataires, c'est quelque chose qui était naturel pour tout le monde et les artistes ont dit un grand oui de participer à cet élan, à ce rebond et à cette initiative. Oui, ça va leur permettre effectivement de travailler autrement dans les années qui viennent. Ce qu'on oublie peut-être de dire, Patrice, parfois, c'est que ce secteur, il fait quand même travailler plus d'1 700 000 personnes en France et que c'est une industrie qui pèse, elle représente 5% du produit intérieur brut. Tout à fait. La culture est primordiale pour notre pays, pour notre économie, pour nos territoires. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture, le ministre de l'éducation l'ont rappelé et y mettent des moyens considérables. Vous le savez, pour accompagner les prêts garantis par l'État, les fonds de solidarité, le chômage partiel. Et la culture fait partie de notre ADN, de notre patrimoine. Nous devons en être fiers, car elle représente cette French Touch, cet art de vivre à la française qui nous est si cher. Et donc, il était grand temps de démocratiser la culture, et c'est chose faite avec la French Touch Tour. Angelo, c'est important effectivement de rappeler que derrière nos plaisirs, ceux d'aller au cinéma, au théâtre ou venir voir un concert, il y a des gens qui travaillent. Et donc que c'est un secteur essentiel au niveau économique. C'est un secteur essentiel et très très important économiquement. On ne parle pas que de la culture, on parle des industries culturelles et créatives. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de ces industries que sont le cinéma, le livre, la musique et les concerts. Et on se rend compte aujourd'hui, puisque les festivals n'ont pas eu lieu l'année dernière, que c'est des retombées économiques gigantesques pour le pays et pour les territoires. Sur un festival de 40 000 personnes, c'est entre 25, 30 et 40 millions d'euros de retombées économiques sur 3 jours. Donc je pense qu'il était important que tout ça reprenne, il est important qu'on puisse remettre tout ça sur la route parce que c'est des retombées économiques importantes. Donc la French Touch a permis et va permettre jusqu'au 15 juillet de faire travailler 1500 personnes. Est-ce que le déconfinement, Patrice, a changé la donne en termes de programmation? Pas du tout. Quand on s'engage, on s'engage. Et donc on ne change rien. Agir, c'est le début de l'engagement pour toutes les musiques, pour tous les styles, pour toutes les Françaises, pour tous les Français, de la pop, du rock, du jazz, du classique, du rap, de la techno, de l'électro et même du divertissement avec des comiques. C'est aussi ça, la French Touch, l'art de vivre à la française. Ne jamais céder, quand on peut céder, quand on peut s'entraider, tout simplement avec BPI France et ses partenaires pour servir la musique et son avenir avec la culture. Alors évidemment, quand on entend Patrice, on se dit, Angelo, c'est quand le prochain concert? Alors ça se poursuit en ce moment. Quel est le programme qui vient? Comment il a aidé les entreprises du secteur finalement? Il reste encore 2 concerts, un concert philharmonique et taïk. Et ce qui était intéressant, c'est de pouvoir mélanger toutes ces cultures, toutes ces musiques, de faire de la musique actuelle, de faire du philharmonique, de faire de la pop, de la variété, des comiques. Et je pense que c'était l'essence même de ce qu'on a voulu faire au départ, remettre en avant ces artistes, ces techniciens, ces régions, ces salles, ces prestataires. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont travaillé pendant ces 4 mois et même avant de pouvoir
redonner un peu de la lumière à un secteur qui a été injustement fermé depuis le 15 mars 2020. Et je pense que maintenant, c'est les prémices. On l'espère, une reprise qui va être constante et durable à partir du mois de septembre. Mais grâce à ce projet, grâce à la BPI, on a pu redonner de l'espoir à un secteur qui allait pas très bien. Redonner de l'espoir et se réinventer aussi peut-être. Est-ce que ce type d'événement a permis à la filière d'avoir de nouvelles idées pour faire émerger peut-être, qui sait, de nouveaux programmes? Angelo? Oui, tout à fait. On ne va pas dire que c'est la mise en place d'un nouveau business, parce que le live stream ne va pas être un business. C'est un accompagnement à ce qui se fait aujourd'hui. Je pense que ça va prendre du temps. Mais je pense que pour donner de la visibilité à des nouveaux artistes sur des différentes plateformes, ça va être quelque chose qui va être pertinent et intéressant. Il va falloir qu'on suive tout cela de près. Mais je pense que ça a permis à des gens d'avoir accès à des artistes sans forcément aller les voir sur scène, sans se déplacer. Ce qui est compliqué aujourd'hui quand vous développez des nouveaux projets, des nouveaux talents, c'est de leur donner une plateforme de visibilité. Et je pense que le streaming peut être ce genre de plateforme. Tous les nouveaux médias sont des plateformes qui peuvent être intéressantes pour des talents, pour la culture, pour les industries culturelles. Et je pense qu'effectivement, il faut l'accompagner, et ça peut être une opportunité qui va être très intéressante pour notre secteur. Merci beaucoup Angelo Gopé, merci à Patrice Béguet et merci à vous qui êtes devant votre écran. On vous invite évidemment à continuer à suivre et à supporter la French Touch et la French Touch Tour.